Au cours d'une année, un trou noir microscopique, furieux et affamé, pourrait avaler une centaine de protons. Et sans bâtonnet, le vortex se dissipe plus vite qu'il ne peut aspirer de matière pour grossir. Et le trou noir microscopique disparaît tout simplement. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour les trous noirs. En réalité, il existe un trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée. Il mène sa vie avec des étoiles en orbite qui tournent tranquillement autour de lui. Dans certaines galaxies voisines, on peut même voir des disques de matière se détruire dans un mouvement de spirale. Et tout cela devient tellement chaud et dense au cours du processus qu'il s'en dégage des quantités énormes de lumière. Si les écrivains de science-fiction voulaient faire des trous noirs le méchant, ils pourraient opérer de manière tout à fait scientifique. C'est un élément d'intrigue intéressant qui, à mon avis, n'a pas été assez utilisé. Le trou noir destructeur du système solaire. Il pourrait y avoir, sur la trajectoire de notre système solaire, de petits trous noirs que nous ne verrions pas avant le moment où ils entreraient en interaction avec le nuage d'Oort, ce nuage de morceaux de glace orbitant à la limite extérieure du système solaire et d'où naissent les comètes. Le trou noir pourrait être sur une trajectoire de collision, attendant de détruire notre système solaire, et visible seulement quelques années avant la fin de la Terre. La première chose qu'on remarquerait sans doute serait le nuage d'Oort qui se mettrait à clignoter avec ses particules de haute énergie, tandis que de petits morceaux de glace commenceraient à être aspirés. Puis on remarquerait la déformation des orbites situées dans le système extérieur, qui augmenterait à mesure que la Terre, selon le côté du Soleil où se trouverait le trou noir, serait attirée ou repoussée par le Soleil. Cela entraînerait notre mort par le feu ou par la glace, et je pense qu'aucune des deux ne serait agréable. La destruction de la Terre est un thème récurrent de la science-fiction. Les menaces qui pèsent sur elle prennent différentes formes. Prenons le film Armageddon. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers notre planète. Dans ce film catastrophe, c'est la science qui est la véritable calamité. Tout scientifique à qui vous parleriez du film d'Armageddon s'écrierait « Ah, c'est pas vrai !» Ici, la science-fiction se compose de beaucoup de fiction et d'un peu de science. La manière dont est décrit cet astéroïde qui s'apprête à frapper la Terre et comment les terriens affrontent cette menace en envoyant un vaisseau qui doit le détruire avec ses outils nucléaires est ridicule. Le problème, c'est qu'ainsi on se retrouverait non pas avec un astéroïde qui détruirait une partie de la planète, mais avec des milliers, voire des millions de morceaux d'astéroïdes qui détruiraient de grandes parties de la planète. Faire exploser un astéroïde est une très mauvaise idée. On tenterait de le déplacer, mais pas de l'éclater. Mais si la Terre le prenait de plein fouet, nous aurions besoin d'un autre endroit où vivre. L'idée de la terraformation, c'est de prendre un monde comme Mars, qui ne peut actuellement accueillir la vie à sa surface, et de modifier son environnement, de modifier la planète même, afin de permettre à la vie humaine de se développer à sa surface. Il faudrait faire de Mars un endroit où l'on pourrait respirer, sans combinaison spatiale, vivre à l'extérieur en tenue d'été et créer un monde complètement nouveau où nous pourrions vivre. Ce serait assez phénoménal à mettre en place, mais on pense que ce ne serait pas impossible. Il y aurait ainsi dans le système solaire une nouvelle planète où les hommes pourraient se sentir chez eux, au cas où la Terre serait inutilisable. Si la survie de notre espèce en dépendait, que faudrait-il pour que la planète rouge devienne bleue ?
Mars est un monde rouge, désolé et stérile. Des plaines congelées, des falaises abruptes, une couche de pergélisol enfoncée sous la surface, des volcans massifs et des lits de rivières asséchés qui témoignent de la présence d'eau par le passé. Comme Mars est très semblable à la Terre, l'idée de terraformation est présente depuis des décennies dans la science-fiction. Mais pour que Mars puisse vivre et respirer à nouveau, ce désert gelé devrait subir un réchauffement global massif. Ce qui est primordial pour la terraformation de Mars, c'est de rassembler tout le dioxyde de carbone solide, la glace qui se trouve en surface et dans l'atmosphère. Cela créerait des pressions plus élevées, produirait un effet de serre, une élévation des températures. Ce serait une partie du chemin qui lui permettrait d'accueillir la vie. L'une des calottes polaires de Mars est constituée essentiellement de dioxyde de carbone gelé. Si l'on parvenait à le réchauffer et à relâcher le CO2 dans l'atmosphère, on déclencherait un processus d'épaississement de l'atmosphère de Mars. Ce serait la première étape vers sa terraformation. On pourrait mettre en place un groupe de satellites qui collecterait l'énergie du Soleil et la concentrerait sur Mars. Cette énergie serait essentiellement absorbée par la surface, ce qui permettrait à la glace de s'évaporer en libérant des gaz atmosphériques. On pourrait également placer une certaine quantité de matière sombre sur la calotte glaciaire de Mars. La matière sombre absorberait les rayons du Soleil au lieu de les réfléchir, ce qui lui permettrait ainsi qu'aux glaces en dessous de se réchauffer et de s'évaporer. Pour que Mars puisse devenir un lieu d'habitation pour les hommes, on ne peut négliger un élément clé. La Terre possède un puissant champ magnétique qui nous protège des vents solaires. Grâce à celui-ci, les particules chargées émanant du Soleil sont retenues autour de la Terre. Mars n'en possède pas. Celui qui tenterait de vivre à sa surface verrait son corps, sa masse, affectée en permanence par les radiations solaires. Partir en vacances sur Mars reste du domaine de la science-fiction. Mais nous nous rapprochons du jour où des vaisseaux terrestres se promèneront dans le système solaire. Il est assez facile de se déplacer au sein du système solaire. Il y a 40 ans, on est allé sur la Lune. Puis, on a lancé des vaisseaux sur toutes les autres planètes du système solaire. Les distances se comptent en millions de milliards de kilomètres. Le voyage interstellaire est une autre affaire. L'un des problèmes que nous pose la physique, c'est la limitation de la vitesse de la lumière. Quand on parle d'aller plus vite que la lumière, les physiciens disent en général qu'une seule voie. C'est impossible. C'est ce que nous disons tous. Mais pourquoi la vitesse de la lumière constitue-t-elle une limite universelle? C'est ce que l'un de nos spectateurs nous a demandé. Pourquoi ne peut-on se déplacer plus vite que la lumière? Beaucoup de gens me posent cette question. C'est un classique. On ne peut aller d'ici à là plus vite que la lumière, à moins d'être plus léger. L'un des problèmes que l'on doit régler, c'est que lorsqu'on accélère, notre masse augmente. Il faut alors de plus en plus d'énergie pour augmenter notre vitesse. Seule la lumière, des photons sans masse, peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais pour tout ce qui possède une masse, il faudrait une quantité infinie d'énergie pour aller aussi vite. On ne peut pas, c'est impossible. Ce n'est pas un problème pour la science-fiction. Il suffit d'inventer un outil technologique futuriste pour y faire face. À quoi servent les cristaux de dilithium? À quoi ne servent-ils pas? Ils font marcher le moteur à distorsion. C'est tout ce qu'on peut en dire.
Différents noms ont été donnés à ce genre de technologie: vaisseau hyperspatial, voyage supraluminique, Stargate, la porte des étoiles. Les scientifiques qui ont grandi avec ces héros filant à travers la galaxie semblent de plus en plus ne pas écarter la possibilité d'un voyage plus rapide que la lumière. Un scientifique, Miguel Alcubierre, a produit une théorie au sujet du moteur à distorsion. Elle impliquerait un élargissement de l'espace à l'arrière du vaisseau et une contraction de celui-ci à l'avant. Et rien en physique, pas même la théorie d'Einstein, ne dit que l'espace ne peut être étiré ou compressé à une vitesse plus importante que celle de la lumière. On pense que c'est exactement ce qui s'est passé lors de la naissance de l'univers. L'espace s'est étendu à une vitesse bien plus grande que celle de la lumière au cours des premières microsecondes qui ont suivi le Big Bang. Et c'est ainsi qu'est né l'univers que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Avec assez d'énergie, on pourrait imaginer étendre l'espace derrière nous à une vitesse de plusieurs centaines de fois plus rapide que la lumière. Et en effet, nous déplacer plusieurs centaines de fois plus vite que la lumière. Dans notre petite bulle d'espace, on ne voyagerait pas plus vite que la lumière. Dans la réalité, lorsqu'un astronaute veut aller rapidement quelque part, le choix est assez limité. À l'heure actuelle, la plupart des vaisseaux utilisent des combustibles liquides et solides. La navette spatiale utilise des combustibles solides qui se présentent dans de sortes de grandes bouteilles fusées. On les allume et on y va. Mais on a aussi des fusées chimiques. Un type simple de carburant serait composé d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. On met les deux ensemble et il se dégage un volume énorme d'énergie et des éléments dérivés, de l'eau et énormément de chaleur. La dernière génération de sondes spatiales repose sur une toute nouvelle technologie directement issue des ouvrages de science-fiction, le lecteur d'ions. Il s'agit pour l'essentiel de prendre des atomes, de leur retirer quelques électrons et on obtient ainsi des particules chargées que l'on accélère avec le champ magnétique. Puis on les lance à grande vitesse à l'extrémité de l'engin spatial. La différence avec un moteur chimique, c'est qu'avec un moteur à ion, la poussée est très faible. Un moteur ionique génère une poussée équivalente au poids de ce bout de papier. Mais cela pendant des mois. Et avec une légère accélération constante, on pourrait atteindre sur des mois des vitesses assez élevées. Le vaisseau Dawn de la NASA, qui est parti à la rencontre de Vesta et de Cérès, deux des plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes du système solaire, est alimenté par l'énergie ionique. L'un des éléments qui rend les moteurs ioniques aussi puissants, c'est qu'ils usent de façon très efficace leur carburant. Et comme il n'y a pas de friction dans l'espace, que rien ne ralentit le vaisseau, toute l'énergie utilisée pour accélérer ces ions permet d'augmenter la vitesse. Et l'on peut continuer à accélérer sur une immense période de temps. Les fusées chimiques traditionnelles brûlent rapidement, bruyamment et dégagent beaucoup de chaleur. Les systèmes de propulsion à ions sont là pour un bon moment. Les moteurs ioniques sont à la fois de la science-fiction et une réalité scientifique. Entre les sondes spatiales qu'elle lance à l'extérieur du système solaire et les ondes TV et radio déjà émises, l'humanité clame sa présence à l'univers entier. On a envoyé des missions avec des enregistrements de rires et de battements de cœur, ainsi que des diagrammes anatomiques de l'homme et de la femme. Ce sont des ambassadeurs matériels que nous avons envoyés parmi les étoiles. Carl Sagan a posé cette question il y a des années. Qui parle pour la Terre? Eh bien, finalement, je pense que nous parlons tous pour la Terre. Et j'aurais aimé que l'on soit un peu plus prudent ou un peu plus réfléchi sur le type de messages et d'idées que nous envoyons dans l'espace à travers nos programmes radio et télévisés. Jusqu'à maintenant, personne ne nous a répondu. Mais si cela changeait?
La science-fiction est pleine d'histoires où des extraterrestres arrivent parmi nous.